Bonjour à toutes et tous. Je me présente, Denis Berger, je suis délégué général d'Africa Link, l'association des entrepreneurs d'Afrique et d'Europe. Je suis très content de vous accueillir sur cette plénière, territoire résilient et ville durable. On va travailler sur la question de savoir si les villes, et particulièrement les villes africaines, sont devenues ou non les laboratoires de la résilience et quel est le rôle de la tech dans ce contexte. Je suis entouré aujourd'hui d'intervenants de très grande qualité et d'intervenants en ligne que l'on voit apparaître ici. Tout d'abord, nous avons Cécile Maisonneuve. Bonjour Cécile, est-ce que tu nous entends correctement ? Bonjour, je vous entends parfaitement et j'espère qu'il en est de même pour vous tous. Très bien. Donc Cécile est la présidente de la Fabrique de la Cité, qui est le think tank de l'innovation urbaine. Donc c'est un plaisir de te recevoir. Nous avons également en ligne Hugues Parent. Hugues Parent, qui est le directeur général de l'établissement d'aménagement Euroméditerranée, qui porte le plus gros projet d'aménagement en centre-ville d'Europe. Bonjour Hugues, est-ce que tu nous entends ? Très bien, j'espère que moi aussi qu'il en est de même. Très bien. Nous aurons également, je crois qu'il y a un petit souci de connexion, mais elle ne saurait tarder à nous rejoindre. Nous aurons donc Ilham Maroufi, qui est directrice financière de la société d'aménagement Zenata, qui porte un grand projet de ville éco-responsable dans les banlieues de Casablanca. Elle va nous rejoindre, j'espère, très prochainement en ligne. Et puis nous aurons des capsules vidéo qui sont autant de témoignages de terrain qui viendront donc ponctuer nos échanges. Nous aurons d'abord Claude Borna, qui est responsable du projet de Cité internationale de l'innovation et du savoir Sémé City pour le Bénin, qui est porté par le gouvernement du Bénin. Nous aurons également Sami Agli, qui est le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen et qui est un entrepreneur du domaine de l'agroalimentaire, le groupe Agli, qui a une particularité intéressante, il fait quasiment 100% de son chiffre d'affaires à l'international. Et nous aurons également un témoignage très important du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports de Mauritanie, le docteur Taleb Ould Sid Ahmed, qui nous donnera son témoignage et qui insistera sur les questions d'emploi et sur la tech. Mais tout d'abord, pour poser le débat, retour en 2020. 2020, la Tour Eiffel et le Vieux-Port sont fermés, les plages sont interdites, bref. La machine s'enraye, la machine mondiale s'enraye. Elle a un gros raté, c'est une crise sanitaire, on la connaît tous, mais ça devient très rapidement une crise globale. Et on continue à la vivre actuellement. Face à cette crise, nous devons nous adapter et on le fait à marche forcée, il faut le reconnaître, très très rapidement. Un exemple, la team d'Emerging Valley, qui s'est montrée hyper résiliente et qui a su en quelque temps totalement numériser l'événement. Nous en sommes là, nous sommes obligés de nous adapter, de nous numériser. Et ce que l'on voit poindre et ce que l'on a vu, c'est un phénomène que certains connaissaient déjà, mais que d'autres n'avaient pas anticipé. C'est cette levée assez exceptionnelle d'une vague de start-up hyper créatives de la tech africaine. Rendez-vous compte, 13% des nouvelles solutions développées dans le monde aujourd'hui sont africaines. C'est assez considérable et ça montre à quel point ces start-up africaines ont à nous apprendre et peuvent nous montrer des solutions applicables en Afrique évidemment, mais aussi sur nos territoires. Et autre point aussi, l'Afrique nous montre la voie de la résilience. Ça on le sait depuis longtemps, nos amis africains ont l'habitude, je dirais presque malheureusement, de gérer un certain nombre de problèmes, que ce soit sanitaires ou autres, et ils sont beaucoup plus résilients, beaucoup plus efficaces que nous dans ces cas-là. Toujours est-il qu'en 2030, nous aurons en Afrique plus de 67 villes de plus d'1 million d'habitants. Que depuis 1970, le nombre de mégapoles africaines a été multiplié par 10. Et que donc, nous avons face à nous, et quand je dis nous, c'est parce que je m'inscris dans cet axe Afrique-Europe, Europe-Afrique, nous avons des défis majeurs à relever.
comment allier la puissance des acteurs publics et la créativité des acteurs privés, et notamment de la tech, et tout ça au service des citoyens. Comment faire face de manière durable et éco-responsable à tous les défis qui nous attendent dans les villes africaines et dans les villes tout court. Comment définir les priorités en cette période de crise. Voilà autant de points qu'on va essayer d'aborder et qu'on va essayer en 1 heure de temps de voir ensemble. Alors, quand j'ai commencé à préparer un petit peu cette plénière, en alignant toutes ces problématiques, évidemment, il y a une notion qui m'est venue à l'esprit et qui doit venir à l'esprit de pas mal de gens, c'est Smart City. Est-ce que finalement la Smart City est la solution à ces problématiques et à ces enjeux ? Je ne suis pas un spécialiste de la Smart City, mais nous en avons autour de cette table virtuelle. Et je voudrais passer la parole et poser ma première question à Hugues, s'il le veut bien. Hugues, je te lance un petit challenge. En 4 à 5 minutes, est-ce que tu peux nous faire le point sur la Smart City, ce concept de Smart City US, Smart City asiatique? Existe-t-il un modèle de Smart City Made Afrique? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point très important? Je vais essayer, mais avant de commencer, je voudrais d'abord saluer Samir, et notamment saluer son courage et sa ténacité. C'est incroyable d'avoir maintenu Emerging Valley dans les conditions dans lesquelles nous le faisons en ce moment, et visiblement tous ceux qui ont assisté aux réunions d'hier et aujourd'hui sont très satisfaits et apprennent beaucoup. Donc c'est déjà une chose. Et deuxièmement, je voudrais te saluer toi, Denis, pour le rôle essentiel que tu joues au sein d'Africa League. C'est un pont important que nous cherchons nous aussi à mettre en œuvre avec l'Afrique. Alors la question de la Smart City, elle est au cœur de notre engagement dans Emerging Valley d'abord, et puis même au cœur de notre engagement en tant qu'aménageur. Tu l'as dit, on aménage une grande partie aujourd'hui du centre-ville de Marseille en allant plutôt vers le nord et en jetant un pont entre le centre et le nord. Et évidemment, la question de la ville est au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Et parce que nous avons une préoccupation pour la ville et une préoccupation pour l'Afrique, mais ça c'est une tradition marseillaise que Marseille veut à nouveau retrouver et faciliter, évidemment on s'est posé la question de la Smart City. Et on a creusé le concept. En réalité, aujourd'hui, je pense qu'il y a de gros malentendus. La Smart City, c'est la meilleure façon sans doute d'attirer les start-upers, y compris africains, sur les usages de la ville. C'est comme ça que, je pense, tous ceux qui sont autour de cette conférence comprendront ce qu'ils peuvent gagner à s'intéresser à la ville, parce que c'est là que se trouvent sans doute les poches de valeur, de productivité, d'inventivité, d'imagination, les plus importantes qui soient, et notamment sur l'Afrique, qui va être confrontée à un afflux urbain, à une croissance urbaine absolument inconnue ailleurs dans le monde. Donc il y a non seulement un enjeu très fort pour tous ceux qui sont des spécialistes de la tech en Afrique, mais en plus il y a, si je puis dire, un marché devant eux qui est absolument considérable. Donc c'est le moment de se poser la question de savoir si on entre dans la ville africaine de demain par la Smart City ou pas. Très clairement, j'assume, nous répondons que oui, mais. Évidemment, la Smart City, elle a été popularisée, notamment par les pays asiatiques. Il y a des grandes villes comme Singapour ou d'autres, les villes américaines, qui ont bâti un modèle. C'est un modèle, mais ce n'est pas le seul modèle. Le modèle américain et surtout le modèle asiatique est fondé d'abord sur, je dirais, la tech à tout prix, voire même quel que soit son prix, à condition que la performance soit là. Et l'affichage de ce que vous voyez dans les concours à longueur d'année, on entend sur les concours des Smart City, qui est le plus smart que les autres, vous voyez bien que c'est sur la performance que se joue le côté smart. Pas du tout sur le fondement même du mot smart en anglais, c'est-à-dire l'intelligence. Alors il y a un deuxième modèle qui se développe petit à petit en Europe, parce qu'en Europe, l'aménageur, bien souvent l'aménageur public d'ailleurs, que ce soit des villes ou que ce soit des pays, dépendant de l'État donc, intègre la tech comme un outil au service des habitants. Mais à partir du moment où vous intégrez au service des habitants, ça veut dire que vous ne pouvez pas considérer qu'à Hambourg, on se comporte de la même façon qu'à Marseille. Donc ça veut dire que le contexte compte. Le rapport avec la société locale compte énormément. Les contributions possibles à Marseille pour de la tech ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut trouver dans la ville danoise, et ainsi de suite. Donc le modèle européen, non seulement se détache du modèle précédent par le fait que la tech est un outil au service des habitants dans un contexte particulier.
Pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés au bout, parce qu'on a deux contraintes. Premièrement, c'est que les innovations ne sont pas aussi puissantes qu'on le souhaiterait parfois, alors que, évidemment, c'est fondé sur de l'inventivité permanente, les services aux habitants des villes. Et deuxièmement, la dotation en terminaux, qui font que les habitants sont des acteurs de la tech, est parfois insuffisante, ne serait-ce que parce qu'il y a des barrières générationnelles. Et puis, il y a un troisième modèle en création, qui lui est fondé sur une matière première qui est absolument incroyable, de richesse, qui s'appelle à la fois l'inventivité en termes d'innovation, et deuxièmement, qui fait que le continent africain est le mieux doté en terminaux. Ces deux matières premières-là, elles existent en Afrique. Il suffit simplement pour l'instant d'orienter tout ça vers la future gestion des usages de la ville au service des habitants. Et il est évident que ça devra tenir compte du contexte. L'Afrique n'est pas homogène, tous les pays sont différents, les habitudes sont différentes. Donc ça veut dire que seuls les Africains pourront développer les innovations au service de la ville dans chacun des pays. Et deuxièmement, ça veut dire aussi qu'il faudra sans doute tenir compte du fait que bien qu'étant doté de très nombreux terminaux, parce que les portables, enfin le smartphone en Afrique est répandu plus qu'ailleurs dans le monde pour les services qu'il rend aux habitants, il n'en demeure pas moins que la nécessité de faire que le coût soit accessible à tous devra être prise en compte et donc ne peut pas être pris en compte autrement que par une structure d'aménagement. Et c'est là où je veux en venir, pour terminer. Vous ne pouvez pas intégrer de la tech en Afrique sans que la conception même de la ville ne soit faite par un aménageur qui est un assembleur de tout. La tech est un outil, les mobilités sont un outil, les habitudes sont un outil, et quand vous faites tout ça, vous créez une ville. Ce qui manque encore aujourd'hui, c'est sans doute de progresser en Afrique sur la capacité de concevoir tous ces outils pour les mettre ensemble. Mais on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le modèle de la Smart City telle qu'elle est développée parfois par des grandes villes asiatiques qui expriment leur volonté d'apparaître dans les classements, tout simplement. Merci beaucoup Hugues. Je retiens qu'on voit petit à petit apparaître un modèle de Smart City Made Afrique, ou même plusieurs modèles de Smart City Made Afrique. En fait, un modèle Smart City Afrique qui serait agile et adaptable. La question c'est, sera-t-il toujours aussi résilient? Et je me tourne vers Cécile. D'abord, si elle veut réagir sur les propos de Hugues, et ensuite pour nous expliquer comment rendre résiliente ce modèle de Smart City et quels en sont les avantages, Cécile? Merci en tout cas de me permettre de participer à ce très bel événement, et chapeau, parce qu'en tant qu'organisatrice d'événements, c'est redoutable de faire ce que vous avez réussi à faire. Je crois que Hugues a parfaitement résumé les enjeux actuels de la Smart City. Ce qui est un mot à mettre au pluriel, donc parlons décidément des Smart Cities, que ce soit en Europe ou sur le continent africain, et puis sur cette nécessité finalement d'alignement entre la créativité, la vision et le système technique. Alors effectivement, la question de la résilience, elle est plus que d'actualité. Cette question de la résilience, juste parce que de même qu'il faut définir ce que c'est que le smart, qui pourrait être un mot valise, de même je pense qu'il faut définir la résilience. La résilience, c'est deux choses, c'est à la fois la capacité à anticiper les chocs, et puis quand le choc est là, ça on est en train de le vivre, c'est comment on continue de faire fonctionner le système. Alors c'est vrai que quand le choc est arrivé, tu nous as invité Denis à revenir en 2020, même si on n'en a pas très envie, faisons-le quelques instants. Quand le choc est arrivé, on a pu se demander, mais finalement, où est passée la Smart City? Quelle est sa résilience? On a eu l'impression d'avoir disparu du jour au lendemain. On a vu disparaître du jour au lendemain de nos villes tous les systèmes de mobilité qui avaient permis de construire. Et en réalité, c'est pas ça qui s'est passé. Dans nos villes, quand elles ont eu affaire à ce choc très immédiatement, je veux dire, la ville s'est mise en mode, comme disent les informaticiens, en mode reboot, en mode fonctionnement essentiel. C'est-à-dire qu'on a retrouvé la ville essentielle et on a retrouvé la Smart City finalement qui nous permet, j'allais dire, d'être un peu les Monsieur Jourdain de la résilience. Ils faisaient de la prose sans le savoir, mais en réalité, nos villes ont fait de la résilience sans le savoir, sans dire le mot. C'est-à-dire que c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité que les villes, face à un choc sanitaire, comme elles en ont connu beaucoup,
ont pu continuer de fonctionner et que nos vies ont pu continuer de fonctionner, notamment qu'on a pu travailler, qu'on a pu manger, qu'on a pu finalement vivre sans se poser la question finalement de savoir si la crise allait provoquer un chaos majeur. Et ça, c'est la preuve que finalement ce travail, au-delà des aspects très, j'allais dire un peu à la mode de la Smart City, il y a un travail de fond qui a été fait au cours de ces années passées, qui relie étroitement la Smart City à ce que Hugues a rappelé, c'est-à-dire le système infrastructurel qui forme la ville. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est important de rappeler que si on veut parler résilience, je pense qu'il ne faut pas opposer un système de ville comme on l'a conçu traditionnellement avec une vision aménagiste qui implique de passer par un certain nombre d'infrastructures et une ville finalement qui reposerait que sur l'agilité de ces acteurs et on sait combien cette agilité et cette créativité sont importantes dans le système de la tech. Eh bien, on voit aujourd'hui que la résilience passe par cette synthèse, en fait cette synthèse entre la vision posée par les aménageurs, ceux qui projettent la ville de demain, et par ces systèmes techniques que sont en train de mettre en œuvre, de développer, de moderniser sans arrêt les startups, les entrepreneurs qui sont dans le temps réel. Et finalement, si je devais résumer, je dirais que la résilience, c'est un peu la concordance des temps. C'est la capacité à retenir les leçons du passé. Et de ce point de vue-là, la data est importante parce que la data, finalement, on puise les data dans le passé. C'est la capacité aussi à vivre la ville en temps réel. Et donc là encore, tout ce qui est lié aux nouvelles technologies est absolument fondamental. Et puis c'est la capacité à se projeter, la résilience, à partir de ces leçons apprises et de ces expériences vécues comme on en vit aujourd'hui. Et là encore, cette capacité à se projeter a un lien très très étroit avec ce que ces entreprises de la tech, ces entrepreneurs qui sont sans arrêt à l'affût, très créatifs, sont capables d'offrir aux urbains en termes notamment de services du quotidien. Merci Cécile. Moi, je suis très heureux d'entendre que finalement un modèle de Smart City Med-Afrique est en train d'émerger. Je suis très heureux d'entendre que c'est à l'usage du citoyen et que tout part de là, que tout part du terrain finalement. Et donc que l'on a face à nous aujourd'hui un grand aménageur et puis la présidente d'un think tank incontournable sur ces questions-là, qui nous disent oui, il faut partir du terrain, oui, il faut bâtir des smart cities qui soient résilientes pour le citoyen. Je suis heureux également de voir que Ilham nous a rejoints. Donc Ilham Maroufi, j'espère que tu nous entends bien, on te voit. Est-ce qu'on t'entend ? Oui, et oui, je vous entends. Formidable. Donc Ilham Maroufi, oui, je suis qui ravie est directrice d'avoir financière. réussi à me joindre à vous. D'accord. Alors, Ilham Maroufi, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui est directrice financière de l'aménageur Zenata, qui est un grand projet de ville éco-responsable en banlieue de Casablanca. Peut-être que tu nous en diras un mot. Mais je voudrais avoir ta réaction justement sur cette notion de Smart City résiliente, éco-responsable, et sur l'idée que les villes, et en particulier les villes africaines, parce qu'il y a une telle créativité de cette jeunesse africaine, les villes deviennent des véritables laboratoires pour la tech au service du citoyen et des usagers. J'ai malheureusement pas écouté tout ce qui a été dit avant parce que j'avais des problématiques de connexion. C'est dommage dans un panel tech justement d'avoir des problèmes de connexion, mais bon, on fait avec. Donc par rapport à la place par rapport à Zenata, nous on est une ville qui est située entre Casablanca et Nouadhibia. Avant de parler de la ville et pour donc votre question, c'était plus en fait de réagir sur peut-être la place qu'occupe la tech dans la ville. C'est bien ça? En fait, si tu veux, moi je voulais avoir ta réaction sur ce qui a été échangé là entre Hugues et Cécile. L'idée de dire qu'il était en train d'émerger un modèle de Smart City africain, même plusieurs modèles, et que tout doit partir du terrain. Que finalement, ces villes du futur doivent vraiment être conçues
à partir du terrain, à partir des besoins du citoyen ou des usagers. Ce qui est tout de même un peu nouveau dans l'approche. On est moins conceptuel, on est beaucoup plus terrain. Oui, tout à fait. L'intérêt en fait de cette dimension smart, c'est que justement, elle va permettre l'accélération de la ville résiliente, mais uniquement, c'est les planifier dès le départ de façon durable. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement partir dès le départ. Il n'existe pas de modèle, honnêtement, de ville smart, à notre sens, encore moins de modèle en fait à l'échelle africaine, parce que chaque pays et même au niveau même du local, chaque ville va avoir ses propres spécificités. Et l'intérêt justement du smart, c'est de pouvoir réaliser une accélération. Mais quand le smart est intégré effectivement à partir des problématiques du terrain et dès le stade conception. Enfin, c'est un concept, on peut dire en fait une ville est smart by design, parce que le smart, s'il est utilisé uniquement pour des buts économiques ou autres, ça ne permet pas du tout en fait de construire la ville résiliente. Merci Ilham. Hugues, une réaction et puis peut-être une mise en garde que tu pourrais nous faire sur les dangers de la Smart City, sur les dangers de trop de tech. D'abord, il y a une mise en garde qui ne touche pas à la Smart City elle-même, mais c'est vouloir plaquer un modèle qui est fascinant pour tout le monde parce que l'information est globalisée aujourd'hui, donc on lit tous des trucs sur la performance incroyable des smart cities asiatiques, américaines et parfois quelques-unes européennes. Je pense que ça serait dramatique que ce modèle sur étagère soit plaqué sur une ville qui n'est pas pensée au départ. Je dis pas, non seulement elle n'est pas pensée en tant qu'aménagement, parce que beaucoup de villes africaines aujourd'hui ne sont pas pensées en termes d'aménageurs ou d'aménagement. Ma collègue de Zenata elle-même travaille chez un aménageur et a tout de suite mis le doigt sur quelque chose qui est très important. Ça doit partir dès la conception, donc ça veut dire bien qu'on intègre la tech dans une conception générale d'aménagement et c'est un outil au service de cet aménagement, c'est pas en soi un objectif. Donc premier point, c'est pas parce que l'Afrique est surdotée de compétences en matière d'invention et d'innovation et surdotée par rapport à d'autres continents en matière de terminaux et donc qui fait que les Africains sont des acteurs du système technologique qui peut être mis en place, que pour autant, il faut décider qu'une ville va être une ville smart. Ça doit faire l'objet d'abord d'une analyse pour intégrer cette technologie à la réponse à des questions. Ces questions, c'est les besoins des habitants. Premièrement, l'Afrique est incroyablement diverse, donc premièrement, vraiment éviter de plaquer un système qui existe ailleurs sur les villes africaines. Deuxièmement, les intégrer dès le départ pour vérifier qu'elles répondent au contexte, aux besoins des populations et aux capacités contributives. Parce qu'encore une fois, la tech, c'est infini en termes de coûts. Donc si jamais on part sur des systèmes singapouriens, il est évident que les 9/10 des Africains, des habitants de ces villes, n'y auront pas accès. Donc on est totalement à l'inverse de la recherche. Donc il faut faire attention, quand on parle d'intégration de la technologie, quand on parle de Smart City, de ne pas aller s'inspirer de modèles ailleurs. Et surtout en Afrique où les choses sont naissantes, avoir une conception dans l'aménagement, et la tech trouve sa place là-dedans, et de faire très attention qu'il y ait une règle que nous appliquons nous aussi sur Euromède, parce que la population de Marseille, c'est pas tout à fait la population de Copenhague, vous l'avez compris. Donc on est confronté à ces problématiques d'accès aux services. Nous, on refuse toute tech qui ne répond pas à deux critères. 1, l'accès pour tous. 2, à un coût inférieur à ce qui existerait s'il n'y avait pas la tech. Tout ce qui n'est pas là-dedans, pour nous, ça nous passionne, mais on ne pourra pas le faire. Donc je pense qu'il faut absolument être dans une distance par rapport à cet outil et s'en servir pour ce à quoi il peut être utile. Et ce qui est utile, c'est 1, l'aménagement, 2, au profit des habitants qui vont habiter une ville. Il n'y a pas de sortie de ça, il n'y a pas de ville possible. Merci Hugues. Voilà bien résumé les premiers échanges. Je vous propose maintenant d'avoir le point de vue de l'autre rive. Donc on va passer aux capsules vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure du docteur Taleb qui est le ministre de la Jeunesse et Sport et de l'Emploi de Mauritanie, également de Claude Bonnat qui donc est chargé de ce grand projet innovant au Bénin de cité internationale de l'innovation, et puis de Sami Agli donc qui représente le patronat et les entrepreneurs algériens. On va parler tech, on va parler emploi, on va parler innovation et résilience, bien sûr. On peut lancer les témoignages.
Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi donc, de participer pour la seconde fois donc, à Emerging Valley. Cette année, je comprends effectivement que la thématique soit centrée sur le développement durable et surtout dans le contexte post-crise. Moi, quand on parle de développement durable et des villes durables, de la résilience, s'agissant de l'Afrique, je dis toujours qu'il faut faire attention pour ne pas le focaliser sur les mêmes problématiques qu'il y a en Europe. C'est vrai, l'accès au transport, c'est important, donc l'écologie, etc., donc l'environnement. Mais ce qu'il faut véritablement voir, c'est que les villes africaines sont devenues de plus des dépotoirs de frustration, surtout de la part de la jeunesse, avec des taux de chômage extrêmement élevés. Donc cela conduit forcément donc, à des fragilités, donc la montée en puissance donc, du grand banditisme, de la délinquance en milieu urbain. Et donc, nous ne pouvons pas véritablement concevoir des villes résilientes, des villes durables, si la question du chômage n'est pas véritablement traitée dans nos grandes villes. Donc, il y a une démographie galopante dans nos villes africaines. Les projections sont très claires. Hein, donc, à l'horizon 2050, quasiment toute la population donc, africaine vivrait dans les grandes villes, surtout dans le contexte donc, des changements climatiques où le monde rural se vide petit à petit donc, de ses populations. Je mets beaucoup sur la capacité de nos villes à donner ou à redonner de l'espoir à la jeunesse. C'est une jeunesse, souvenez-vous, figurez-vous que quasiment, d'après les informations, d'après les statistiques, il y a plus de 600 millions de jeunes Africains donc aujourd'hui qui sont à la recherche du travail. Et la plupart d'entre eux sont concentrés dans les villes. Donc, pour aborder cette thématique, pour avoir des villes durables, résilientes, surtout dans le contexte actuel, le contexte de changement climatique, le contexte du Covid et pourquoi éventuellement d'autres pandémies qui vont venir, il faut véritablement axer sur le capital humain. Merci pour la question. Effectivement, le partenariat, le secteur public-privé ou le PPP, aujourd'hui, est plus qu'indispensable. Alors, pour instaurer cette confiance, il faut déjà éclaircir les process de partenariat, le cadre réglementaire. Dans beaucoup d'expériences, nous avons des témoignages sur le côté flou, si j'ose dire, du cadre réglementaire régissant l'accès déjà au partenariat public-privé et une fois concrétisé, l'exécution de ce partenariat public-privé. Aujourd'hui, le secteur, il n'y a plus de différence réellement entre public et privé. On parle de secteur économique national. Le secteur économique national aujourd'hui doit réellement être aux normes, tout simplement, aux normes pratiquées au sein de l'entreprise privée et que le public se rende aujourd'hui conscience que sans le privé, je dirais, les destins sont complètement liés. Sans le privé, il n'y a aucune création de richesse. La création, parfois le secteur nécessite aujourd'hui d'être compris et le secteur privé nécessite d'être aussi compris, comprendre la vision du politique et du public d'une manière générale. En tout cas, la confiance est primordiale pour la mise en place et la réussite de ce partenariat ou de ce rapprochement entre public et privé. C'est indispensable. L'éclaircissement aujourd'hui, comme je l'ai dit, de la manière des règles pour accéder au marché public est indispensable. En tout cas, je pense que les meilleurs modèles meilleurs modèles sont des modèles transparents, sont totalement aujourd'hui qui ont réussi dans ce processus d'exécution de partenariat public-privé. En tout cas, encore une fois, il n'y a pas de différence entre public et privé. La confiance est primordiale, la clarté du process d'accès au secteur public est indispensable et bien entendu la création de richesses à travers l'éthique, à travers la transparence, à travers
aussi la clarté dans le process est indispensable, bien entendu, pour le rapprochement et la réussite de ce rapprochement entre systèmes au secteur public et privé. Alors bonjour, d'abord je vais me présenter. Je suis Claude Bornage, je suis la directrice générale du projet CMS-City. Donc le projet CMS-City qui est basé au Bénin a pour mission de concevoir, planifier, de développer, en fait, de mettre en place une cité de l'innovation et du savoir. Donc à travers une ville intelligente et durable, qui sera donc le cadre dans lequel cette cité va se développer. Et nous, on est vraiment sur 3 piliers, qui sont les formations de pointe, donc qui s'adaptent aux évolutions des métiers, la recherche, l'expérimentation de solutions innovantes, et puis la création d'un écosystème entrepreneurial qui est donc au service du développement durable. Et là, c'est là que votre question, justement, prend tout son sens. Pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat aujourd'hui se trouve au centre de projets de ce type-là? Et je pense qu'il faut vraiment voir les enjeux de développement urbain, de villes qui se veulent à la fois résilientes, qui se veulent intelligentes, où il y a un besoin de collecter de la donnée, d'analyser cette donnée, de tester des solutions innovantes parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des problématiques qui sont très complexes et pour lesquelles les solutions traditionnelles ont peut-être montré leurs limites. Et c'est là que l'entrepreneur innovant, parce qu'il faut bien définir de quel type d'entrepreneuriat on parle. L'entrepreneur innovant qui a pour passion, qui s'engage à résoudre des problèmes qui vont être des problèmes qui touchent un grand nombre de personnes, dont la résolution va permettre de créer des emplois, de créer de la valeur pour son pays et même au-delà, pour peut-être tout un continent ou même à l'international. Ces entrepreneurs-là, aujourd'hui, se retrouvent vraiment au cœur des sujets qu'on connaît de réchauffement climatique, de gestion des déchets, d'efficacité énergétique. Ce sont eux qui développent justement des solutions qui sont des solutions inédites, qui prennent des risques, qui sont prêts à tester, à prototyper des solutions qui peut-être vont devoir être améliorées par plus de recherche, plus d'investissement, plus de développement. Ce sont vraiment ces entrepreneurs-là qui ont pris le pari de développer ce que nous on appelle l'innovation Made in Africa. Et dans le contexte actuel, surtout avec la crise que nous connaissons, la place de ces entrepreneurs-là est de plus en plus grandissante. On l'a vu en Afrique, on a vu que les solutions innovantes, on en a eu recours pour trouver des alternatives à ce qu'on avait fait traditionnellement et qui, à un moment donné, ne marchait plus. Je pense que tout le monde s'est retourné vers ces ressources locales en se disant comment on va essayer de faire plus efficacement, comment on va essayer de faire moins cher, de manière plus frugale pour trouver des ressources en énergie, pour trouver des ressources même au niveau sanitaire, que ce soit de la confection de masques au développement des dispositifs de lavage de mains. Et là, ce sont les entrepreneurs qui ont apporté ces solutions-là. Donc, aujourd'hui, quand on pense aux enjeux d'une ville intelligente, d'une ville durable, on est forcément obligé de mettre l'entrepreneur au cœur de ce dispositif-là. Donc, l'entrepreneuriat innovant, pour moi, n'est plus un support auquel on pense quand on a fini de construire la ville, mais c'est une composante à part entière dans la conception d'une cité intelligente et résiliente.
Voilà, trois capsules vidéo, 3 témoignages très intéressants. Je vais vous faire réagir sur ces témoignages, si vous le voulez bien, Cécile, Ilham et Hugues. Moi, j'ai entendu emploi, création de valeur, j'ai entendu entrepreneuriat innovant, j'ai entendu partenariat public-privé, ça c'est un point très intéressant. Également, j'ai entendu aussi accès au financement. Finalement, cette tech qui se développe dans les villes africaines, c'est aussi des marchés. Comment est-ce qu'on accède à ces marchés? On a des start-upers parmi l'auditoire et ils veulent accéder à ces marchés. Comment peuvent-ils faire? Ça, Ilham, tu pourras peut-être nous éclairer sur ce point-là. Mais avant toute chose, finalement, ce qu'on est en train de se poser comme question, c'est quelle est la place de la tech africaine dans ces villes résilientes africaines et qu'est-ce qui nous fait penser que ces villes africaines sont des fabuleux laboratoires pour la ville résiliente dont on a tant besoin en Afrique, mais pas que. Qui veut commencer? Hugues, tu lances le débat. Cécile, Oui, au choix. oui. Honneur aux dames, évidemment. Donc, Cécile, si vous voulez y aller. Juste quelques mots. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit par Claude sur la figure de l'entrepreneur innovant. Et quand elle a dit finalement, c'est pas le petit plus qui rend la ville intéressante, c'est le cœur du réacteur. Pourquoi est-ce que je trouve cette intervention extrêmement intéressante? Et je la relierai notamment à la première intervention sur les jeunes, le chômage des jeunes. C'est que aujourd'hui, on peut avoir le sentiment qu'il y a une injonction à la résilience, une injonction au smart. Il faut que tout le monde soit résilient, il faut que tout le monde soit smart. Ça, ce sera ni vrai en Afrique, ni ailleurs. Hein. Je pense qu'il faut en être conscient. Mais en revanche, ce qui a été très bien dit, c'est qu'il y a des piliers du smart et des piliers de la résilience. Et que ces piliers-là, ce sont eux qui vont permettre la construction de cette ville durable qui est en cours sous nos yeux en ce moment en Afrique. Et le rôle pour moi de l'entrepreneur innovant, et c'est là qu'on finalement on peut situer le débat sur l'emploi, c'est précisément de faire en sorte que ces jeunes qui ne seront pas forcément tous dans la résilience, tous dans le smart, trouvent leur place via les innovations précisément apportées par le secteur privé dans ce nouveau système. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai dans les villes africaines, mais c'est quelque chose qui, si je me place d'un point de vue méditerranéen, est vrai sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et dans l'ensemble des villes du pourtour méditerranéen quand on regarde le taux de chômage aujourd'hui en Espagne, en Italie, également dans le sud de la France, ou en France en général, du taux de chômage des jeunes. Et ça, je pense que c'est un message très très important et qui revient à ce qu'on se disait, la tech, pourquoi faire? Et je pense qu'effectivement, principalement dans un contexte post-Covid où on sait très bien que les jeunes sont particulièrement touchés par cette crise, non pas du point de vue sanitaire, mais du point de vue économique et social, la tech, oui, pourquoi? Eh bien, la tech, précisément, pour cette jeunesse qui a envie de faire quelque chose. Elle n'est peut-être pas résiliente, peut-être pas smart dans son intégralité, mais elle est volontariste. Et là, il me semble qu'il y a un projet extrêmement structurant au cœur de la construction de ces smart cities africaines qui se dessinent. Merci Cécile. Hugues, une réaction aussi et peut-être un point sur, ça a été évoqué par Samy, le partenariat public-privé ou plutôt l'alliance de la puissance publique et de la créativité du privé. Je pense que tu as des choses à nous dire sur ce point. La parole est à toi, Hugues. Je pense qu'on a fait en Europe, on a eu des modèles un peu mixtes, hein, comme c'est souvent le cas en Europe d'ailleurs. Le modèle nord-américain ou asiatique est un modèle d'aménagement totalement guidé par le marché. Alors ça a des avantages, hein, c'est que les villes sont organisées de façon très rationnelle. C'est un petit inconvénient, c'est que tout le monde n'est pas exactement logé à la même enseigne. En clair, les vues mères sont pour les gens qui peuvent se le payer et les autres sont dans les banlieues. Je prends une ville comme Marseille, on ne peut pas dire que la vue mer soit segmentée sur le plan social, y compris les logements sociaux ont des vues mères. Ce que je veux dire, c'est que laisser l'aménagement guidé par le privé, depuis longtemps en Europe, on a compris qu'il valait mieux que ce soit le public qui soit partie prenante. Cela étant, le public n'est ni assez agile, ni assez rapide, et surtout, ni assez innovateur. Donc il a impérativement besoin du privé.
et notamment dans la partie la plus avancée, la plus moderne du privé, qui est le domaine de la tech. Donc c'est une première réponse. Le partenariat public-privé est absolument indispensable en Afrique comme ailleurs, à condition que le public joue son rôle et que le privé puisse se brancher sur le système public. Et là encore, je reviens sur l'idée que la place de l'aménageur doit être impérativement recherchée pour pouvoir trouver un équilibre. Après, la deuxième question, c'est comment organiser ou pourquoi l'Afrique pourrait progresser très vite. Tout simplement parce que on ne va pas apprendre à l'Afrique la résilience. Chacun le sait, je pense que, non pas les villes africaines, mais les populations africaines, compte tenu de ce à quoi elles ont été soumises depuis un siècle, et même depuis toujours, ont démontré une résilience qui est parfois... qui pose question sur certaines villes européennes et a fortiori sur des villes américaines. On voit bien que le système américain est totalement démoli dès lors que, par exemple, les systèmes technologiques ne fonctionnent plus, ou tout simplement qu'on a des crises qui sont des crises qui n'ont pas été prévues. Donc les Africains, par définition, ont une capacité de résilience grâce à l'habitude traditionnelle de l'économie circulaire, grâce à l'habitude de la débrouille, grâce à l'habitude de la récup. Donc ça fait beaucoup de choses. Ce qui se passe en ce moment, c'est un chaos auquel je pense personne n'est préparé, c'est-à-dire les 20 ans qui vont venir en termes d'exode démographique et de jeunesse de la population. Tout ça va poser des problèmes considérables. Et là, face à ça, l'Afrique a deux chances, je le répète. Elle est à la fois un territoire d'innovateurs absolument considérable, qui a déjà démontré qu'elle savait répondre à la problématique des services à la personne, mais il faut passer au service à la ville, maintenant, c'est tout. Et deuxièmement, l'Afrique a la chance de disposer, par son histoire récente, d'une population qui est totalement dotée de terminaux, qui finalement règlent une partie de la vie des gens. Et cette chance-là fait que demain, tout système qui se mettra en marche pour une gestion des problématiques de mobilité, de déchets, d'eau, d'électricité, de sécurité dans ces villes africaines, aurait une réponse en face parce que les citoyens sont plus acteurs en Afrique grâce à leurs terminaux qu'ils ne sont partout ailleurs dans le monde. Donc je pense qu'il y a un terreau magnifique pour progresser. Il y a simplement le problème de la jonction entre la décision publique et la capacité d'y brancher les innovations, notamment des jeunes les plus branchés sur les services à la personne, pour les amener doucement à s'intéresser à la ville et à les intégrer dans le système de la création de la ville. C'est ça qui manque aujourd'hui. Mais il ne manque pas grand-chose en réalité. Merci Hugues. Je vais faire réagir Ilham aussi parce que cette question de branchement, de connexion entre la puissance publique et puis cette créativité du privé, elle est essentielle effectivement. Elle est assez universelle aussi. Et en même temps, c'est la structuration en ce moment en Afrique notamment de nombreux marchés et de nombreuses opportunités pour les start-upers et les innovateurs africains. La question c'est comment accéder à ces marchés. Comment arriver à rentrer dans le système. Donc déjà, en fait, ce qui était intéressant dans les différentes interventions, c'est qu'elles étaient assez complémentaires parce que finalement, tout a été dit dans les trois interventions. Donc, le ministre de la Mauritanie qui a beaucoup insisté sur l'humain, la nécessité d'avoir un PPP, et puis Claude Borna qui a parlé d'écosystème, et ce qui me permet de faire le lien avec comment permettre justement à cette communauté de rentrer en contact avec les gens qui font la ville. Enfin, d'abord, il faut pouvoir être capable de créer les écosystèmes. Parce que ce qu'on voit actuellement, c'est que de grandes agglomérations commencent depuis plusieurs années à organiser des appels à projets pour pouvoir répondre à des problématiques technologiques de façon co-développée. Donc c'est une nouvelle manière d'abord d'acquérir de la technologie, donc par les villes, qui vont associer des écosystèmes d'innovation à l'expression détaillée du besoin. Par exemple, dans le cas de l'écocité Zenata, ce qu'on fait, c'est qu'on a lancé une initiative qui s'appelle Smart Z. Cette initiative, justement, qui est une pure initiative de partenariat public-privé, puisqu'on est avec Maroc Numeric Fund pour la partie financement, avec IBM pour justement la partie technologique, et qui permet à une population en fait de start-upers de répondre à des problématiques réelles que nous avons rencontrées dans la ville. Donc, en fait, les Zenata constituent leur terrain d'expérimentation et en même temps, ça leur permet de répondre à des problématiques qui sont en fait purement locales pour nous. On finance pour eux le prototypage. Donc, c'est une façon de permettre justement d'ouvrir la ville à cette population de start-upers.
Ok, mais merci pour l'exemple parce que effectivement, ça décrit la mécanique que l'on peut mettre en place. D'autres réactions sur les propos, notamment sur la partie emploi. Je vous ai pas beaucoup entendu sur la Oui, création d'emplois et c'est quelque chose de fondamental. Iliam, peut-être? oui. Par rapport à la création d'emplois, ce qui a été dit par le ministre donc, de Mauritanie euh, résume à peu près ce qui se passe aujourd'hui en fait dans nos sociétés africaines. Il a parlé de chômage, il a parlé de délinquance, il a parlé de démographie, et donc en fait dans sa conclusion, il fallait axer sur le capital humain. Et c'est là en fait où la tech intervient et toute l'intelligence territoriale va intervenir au service de l'humain, parce que concrètement dans nos villes, on a un niveau de chômage parce que même si on a tendance souvent à dire que le coût de la main-d'œuvre est faible, mais on se rend compte que le coût de la connectivité est élevé, ce qui rend souvent le coût de la main-d'œuvre élevé. Donc, si nos villes sont mieux pensées, elles seront mieux connectées, ce qui nous permettrait de gagner des points de compétitivité en connectant en fait nos villes au véritable bassin d'emploi en fait et de penser dès le départ la mobilité dans une ville. Côté en fait délinquance également, la tech permet par la collecte de la data de traiter certaines problématiques de délinquance. Je vois dans certaines en fait villes africaines, par exemple, le mobile money a permis de réduire la délinquance dans certaines villes parce que justement évite le transport de fonds. La démographie, la sensibilisation via aussi de la e-santé permet de régler la problématique, et surtout quelque chose de majeur que permet par exemple la tech, encore un exemple que je peux prendre de l'expérience marocaine, c'est le codage. La tech permet en fait de mettre en place des formations rapides qui permettent d'inclure un maximum en tout cas de citoyens dans une ville, et c'est notamment en fait par des formations qui sont rapides comme le codage qui permet d'être un tremplin vers des formations en fait qualifiantes et donc vers le marché de l'emploi. En tout cas, en général, parce qu'on parle de smart city, mais pourquoi en fait une ville doit être smart? Si elle n'est pas déjà axée sur l'humain, je ne vois pas comment elle va pouvoir être smart. Merci Ilham. Je vous propose maintenant d'avoir un autre regard, un autre exemple, celui de Aurélien Le Chevalier, qui est l'ambassadeur de France en Afrique du Sud et qui nous a enregistré une keynote qu'on va passer maintenant. Et derrière, peut-être que vous aurez à nouveau quelques réactions. D'abord, je vous remercie beaucoup pour votre invitation et on est très, très heureux d'être des partenaires de Emerging Valley. Dans des fonctions précédentes, j'avais aussi beaucoup travaillé avec Marseille et la région, notamment à l'occasion du sommet des deux rives. Et je sais que vous en avez fait partie aussi. Et je suis content parce que en Afrique du Sud, c'est pas forcément évident de créer des liens entre l'Afrique australe et la zone euro-méditerranéenne. Mais je crois que ce défi des villes durables est une très bonne opportunité pour le faire. Parce que vous avez raison, l'Afrique du Sud est un pays particulier de ce point de vue-là. D'un côté, il y a effectivement des infrastructures de niveau, je dirais, vraiment international, hein, avec des routes, avec des chemins de fer, avec des infrastructures également dans le domaine numérique qui sont extrêmement performantes, avec un secteur bancaire ou assurantiel, par exemple, là aussi, je veux dire, qui dépasse parfois, selon les experts, la qualité des réseaux européens. Donc ça, c'est une réalité de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Mais il y a une autre réalité qui est celle des inégalités profondes dans le pays, de territoires qui sont très fragmentés. Il faut se souvenir que malheureusement, l'histoire tragique de ce pays pendant l'apartheid, ça a été un gouvernement raciste qui a essayé de cloisonner le plus possible le pays. Et même si ça fait 25 ans que l'apartheid est tombé, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour unir ce pays et rendre les territoires cohérents. C'est un travail de titan. Et malheureusement, il y a des défis supplémentaires qui se sont ajoutés.
auxquels beaucoup de pays africains sont confrontés, mais qui existent aussi en Europe, l'exode rural, les inégalités entre les villes et les campagnes, entre les zones périphériques et les zones de centre urbain, la paupérisation d'une partie de la société, malheureusement un chômage de masse parmi la jeunesse, qui est l'un des principaux défis de ce pays. Et tout ça est aggravé ces dernières années par des conséquences aussi du dérèglement climatique, avec des effets directs sur l'énergie, sur l'eau, et donc toute la gestion de ces ressources. Donc c'est vrai que l'Afrique du Sud est un concentré, est un laboratoire de défis avec des atouts considérables, mais aussi des risques qui sont vraiment, comment dire, peuvent vraiment freiner le développement durable de ce pays. Et donc c'est très important dans ce cadre qu'on parle et qu'on travaille sur des projets concrets de coopération internationale. Vous avez raison, on ne parle pas forcément spontanément de l'aménagement du territoire comme un des secteurs prioritaires de nos politiques de développement. On a plutôt tendance à mettre en avant l'éducation, la santé, les infrastructures. Mais en réalité, on voit quand même de plus en plus de projets et de plus en plus d'instruments de financement qui concernent directement cette question. Parce que de toute façon, le défi aujourd'hui des villes, de la gestion des villes durables, on sait que c'est l'un des plus grands défis du XXIe siècle. On connaît les conclusions de ONU Habitat, on voit très concrètement ce que représente en termes sociaux, économiques, environnementaux, la question de la gestion durable de nos villes, avec en plus sur toute l'Afrique, mais c'est vrai aussi en Afrique du Sud, des pôles urbains qui se développent de manière incontrôlée. Donc, il faut impérativement que nos politiques de développement et nos politiques de coopération fassent face à ces défis-là et adaptent aussi leurs instruments. Alors, je crois qu'on a beaucoup d'atouts. On a bien sûr nos collectivités territoriales, on a nos entreprises, on a des plateformes associatives également qui sont déjà très actives sur le continent. Et puis récemment, on a vu quand même une montée en puissance au niveau des instruments nationaux français d'appui à ces projets de gestion des villes durables. Donc c'est le cas au ministère des Affaires étrangères avec la délégation à l'action extérieure des collectivités locales, qui a un projet spécifique de soutien de l'ordre de 1,5 million d'euros sur des projets de coopération décentralisée. C'est vrai aussi pour le ministère des Finances à Bercy, qui a mis en place une ligne pour des financements d'études. C'est très important aussi, de l'ordre de 5 millions d'euros. Donc, on a quand même des instruments qui se mettent en place. L'Agence française de développement aussi, avec Digital Challenge et Digital Africa, monte en puissance sur ces sujets-là. Donc, je pense que nous avons de plus en plus d'instruments. Et d'ailleurs, une des questions, c'est la mise en cohérence de ces instruments, parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve tout à coup avec des circuits qui soient différents, mais il faut vraiment qu'on travaille dans la même direction. Et de ce point de vue-là, je voudrais saluer le travail de Made Innovant Africa, dirigé par Hugues Parent, et tout ce que vous avez fait à travers la plateforme Euroméditerranée, parce que c'est un très bon exemple justement de bonne coordination entre les partenaires. Voilà, merci. Merci à Monsieur l'ambassadeur. Justement, on le voit, hein, le modèle de la ville résiliente africaine de demain, de la Smart City africaine, il sera multiple, mais il faut une coordination. Et c'est l'aménageur, et donc je vais, mesdames, vous ne m'en voudrez pas, il ne reste pas beaucoup de temps, je laisserai la conclusion de cette plénière à Hugues Parent,
parce que finalement l'aménageur doit être le pilier de cette cohérence. Donc Hugues, je te laisse la conclusion. Merci Denis. Oui, je pense que d'abord, je pense que maintenant tous ceux qui sont autour de cette conférence et qui ne sont pas forcément exercés à la question urbaine, qui n'avaient même peut-être jamais réfléchi au fait qu'ils ont devant eux un défi absolument considérable. Notre engagement au sein d'Emerging Valley, et plus largement notre engagement en tant qu'aménageur sur la logique d'un pont avec l'Afrique, c'est clairement celui-là. C'est faire en sorte que tous ces jeunes, car ils sont jeunes la plupart du temps, qui sont autour de cette conférence se disent « Mais nom de Dieu, plutôt que d'aller chercher les marchés en Europe, c'est très bien, sans doute, mais il y a chez nous tout à faire. Et tout à faire parce que la vague qui se lève, qui est une vague démographique, qui est une vague urbaine, qui est une vague, est telle que c'est là qu'il faut qu'ils orientent leur regard. C'est d'autant plus important que la valeur qui sera dégagée à travers leur action restera chez eux, restera en Afrique. C'est pour nous absolument fondamental. Deuxièmement, je pense que tout ce qui a été dit fait le tour en l'effleurant, et tout ce qu'a dit Cécile, tout ce qu'a dit Ilham, c'est très important, tout ce qu'ont dit vos intervenants, on voit bien qu'il y a ce problème, on pourrait en parler pendant 3 heures, parce qu'il est tellement vaste, tellement large, que tous les sujets ont été abordés, mais je voudrais en retenir au moins 2 ou 3 éléments. Premièrement, je crois que dans la ville africaine, ou dans les villes africaines, car on voit bien que même en Afrique du Sud, l'ambassadeur dit, en fait, il y a plusieurs Afriques du Sud, et même au sein des villes, il y a plusieurs villes d'Afrique du Sud, et certainement au Cap, on ne vit pas comme au centre de Johannesburg. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il y a peut-être une tech africaine, mais il n'y a pas une ville africaine. Donc, la ville africaine, c'est les villes africaines. Auront besoin de la tech. Ils ont besoin de tous ceux qui sont en train d'écouter cette conférence en se disant pourquoi pas moi, d'accord. Mais par ailleurs, il faut se souvenir quand même que l'Afrique est confrontée à des contraintes, à des chocs qui sont absolument considérables. Il y a une capacité de résilience, mais il y a aussi des questions de chaos urbain, de désordre, qui font que les villes se sont, depuis 10-15 ans, organisées un peu n'importe comment, mais aussi, il faut tenir compte du fait qu'il y a une tradition africaine qui fait que la ville africaine ne se construit pas comme la ville occidentale. Donc il va falloir non seulement ne pas plaquer des solutions européennes, technologiques, sur la ville africaine, mais bien sur certaines villes africaines, et encore à condition que ce soit l'Afrique qui les fasse naître, ou que les relais soient africains. Et deuxièmement, il faudra ne jamais oublier que l'Afrique a aussi des caractéristiques qui font que la tech doit s'insérer dans un tissu, qui fait que l'habitat peut être informel, qui fait que le travail peut être lui aussi informel, et qui fait que quand on regarde bien l'habitat informel, le travail informel et tout ce qui est informel en Afrique, et il y a beaucoup de choses informelles en Afrique, finalement la tech peut parfaitement s'insérer et rendre d'énormes services. Donc c'est un mélange subtil, lieu par lieu, entre ce que peut apporter la tech, et je dirais à condition qu'elle soit bien relayée par les start-upers de l'endroit dans lequel elle doit s'appliquer, et en même temps, ne jamais oublier que fabriquer Singapour à Abidjan, ça n'a pas de sens. Il y a à Abidjan des modes de vie, des façons de faire la ville qui n'ont rien à voir avec même les villes européennes. Il faut de plus en plus savoir en tenir compte. Il faut encore une fois, éviter de plaquer des modèles, et surtout avoir une connaissance un peu supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui de la réalité des besoins qui sont ceux de l'Afrique. Merci beaucoup Hugues. Magnifique conclusion. Je prends juste 3 secondes pour vous remercier. Merci Cécile, merci Ilham, merci Hugues bien évidemment. Merci aussi aux capsules vidéo qui ont été faites par la team Emerging Valley. Je sais que ça n'a pas été simple, donc bravo à Samir, bravo à Julie, bravo à Elsa, bravo à Julien, il faut les citer. Ils font un travail formidable. Et écoutez, la suite du programme nous attend. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.